La partie la plus difficile avec les reptiles, c'est de savoir à quelles informations se fier, de séparer les bonnes des mauvaises. Mais certaines des mauvaises informations fonctionnent en fait vraiment bien. La terrariophilie n'est pas aussi intuitive que s'occuper d'un chien ou d'un chat, car nous avons grandi avec ces animaux et savons comment faire. Les reptiles et les terrariophiles sont très variés, ce qui rend parfois l'accès à l'information difficile. Alors aujourd'hui, je vais vous donner 10 mauvais conseils qui fonctionnent en réalité. Petite précision, je ne vous dis pas de suivre ces conseils, ni même que je les suis moi-même. Je trouve simplement que c'est super intéressant de voir comment différentes personnes font les choses différemment. Et j'ai confiance en votre intelligence pour ne pas faire ces choses simplement parce qu'un type chauve sur une chaîne YouTube vous a dit que ça existait. Allons-y. Numéro 10. L'eau du robinet convient aux reptiles. Pourtant, dans tous les guides, on lit plutôt « Achetez de l'eau purifiée, distillée ou osmosée. Assurez-vous de mettre des produits chimiques dans l'eau, pour retirer les produits chimiques que vous ne voulez pas dans l'eau. Ainsi, seuls les produits chimiques que vous voulez restent dans l'eau. Mais voilà le problème. Si vous leur donnez uniquement de l'eau distillée, ou de l'eau issue de l'osmose inverse, certains des minéraux que vous souhaitez avoir dans l'eau ne seront plus présents. Donc à mon avis, la meilleure façon de faire, si vous n'habitez pas à Flint, dans le Michigan, d'accord, si vous avez de l'eau qui est adaptée à la consommation humaine, si vous testez cette eau et qu'il n'y a pas des niveaux élevés, des niveaux fous de chlore dedans, vous pouvez la donner à vos reptiles sans problème. Oh, le bruit derrière, c'est juste Dog. Il est venu pour l'année, et il n'est pas réveillé. Oui, il ne l'est pas. On prépare son enclos. Bienvenue sur Weekend's Wicked Reptiles. Si vous découvrez la chaîne, la pièce n'est pas toujours comme ça. Ceux-ci ressembleront à cela. Je recommande de ne pas utiliser l'eau du robinet pour certains animaux, comme les grenouilles, les amphibiens et les poissons. Assurez-vous d'enlever tous les produits chimiques. Utilisez Prime ou ce que vous voulez utiliser. Mais pour quelque chose comme mon iguane ou mon python de Birman ou même mes geckos léopards, serpents des blés, pythons royaux, il n'y a vraiment aucun problème à utiliser l'eau du robinet que j'ai dans ma région. Testez votre eau pour vérifier qu'elle est au normal. En Amérique du Nord, l'eau du robinet conforme aux normes convient à la plupart des reptiles. Certaines espèces, comme les amphibiens, sont plus sensibles. N'utilisez pas non plus l'eau du robinet dans votre système de brumisation. Utilisez de l'eau osmosée ou similaire, car l'eau du robinet encrasse le système. Numéro 9. Si votre serpent ne mange pas, patientez simplement. Je veux dire, honnêtement, dire d'attendre simplement quand votre animal ne mange pas. C'est un mauvais conseil, parce que si vous ne nourrissez pas votre animal, qu'il ne mange pas, il va perdre du poids et finir par mourir. C'est généralement un mauvais conseil. Cependant, avec certains serpents, comme les pythons royaux par exemple, il arrive parfois qu'ils arrêtent de manger pendant de courtes périodes. Par exemple, Pikachu, l'un de mes pythons royaux, il arrête de manger pendant 5 mois chaque année, sans exception, chaque année avant le début de la saison de reproduction. Il ne perd pas de poids, ou s'il en perd, c'est un tout petit pourcentage, 1 ou 2% de son poids corporel. Et c'est ça qu'il faut surveiller. Si votre python royal ne mange pas, ne paniquez pas. N'allez pas chez le vétérinaire 1 ou 2 semaines après. S'il va bien, surveillez simplement le serpent ou l'animal concerné. Et si l'animal commence à perdre du poids au point où cela devient préoccupant, s'il perd, vous savez, 5, 6, 7% de son poids corporel, jusqu'à 10% de son poids corporel, alors allez voir un vétérinaire. Cela concerne bien sûr les animaux adultes. Cependant, si votre python royal saute 5 ou 6 repas, ils font ça parfois en hiver. Je vous garantis que Pikachu, cette semaine ou le mois prochain, va arrêter de manger. C'est comme ça avec lui. Fin octobre, début novembre, c'est simplement comme ça. Numéro 8. Ne donnez pas de gamelle d'eau à votre animal. C'est un très mauvais conseil pour la plupart des animaux. Donc ne suivez pas ce conseil. Cependant, pour certains animaux, je ne mets pas de gamelle d'eau. Mes rainettes, par exemple, je ne leur mets pas de gamelle d'eau. Elles vivent dans un paludarium avec une zone d'eau, mais n'y vont jamais. Elles préfèrent l'eau de brumisation ou d'évaporation, comme les dendrobates. Je ne donne pas de gamelle d'eau à mes dendrobates. Et si j'en mets une, c'est un tout petit bol très peu profond. Et d'ailleurs pour eux, j'utilise de l'eau osmosée, pas de l'eau du robinet. Même pour des animaux comme les pogonas, les uromastix, des animaux de ce genre, je ne pense vraiment pas qu'il soit nécessaire d'avoir une gamelle d'eau. Les geckos léopards, je ne pense pas que vous ayez besoin d'une gamelle d'eau. Je pense que ça irait. Mon conseil, c'est de donner une gamelle d'eau à votre animal. Donc je vous dis de le faire parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais si vous vaporisez l'animal comme il faut, c'est comme ça qu'il va boire l'eau. On me dit souvent, à propos des geckos à crête, des caméléons et d'autres espèces pour lesquelles, selon moi, une gamelle d'eau n'est pas nécessaire. Pourtant, je vois mon caméléon boire. Comme Bill Strand, le parrain des soins modernes aux caméléons.
vous le dira. Si vous voyez votre caméléon boire de l'eau stagnante, c'est parce que vous ne l'hydratez pas correctement. C'est pareil pour les geckos léopards et à crête. Ce sera controversé dans les commentaires, mais tout expert vous dira la même chose. S'ils boivent dans une gamelle d'eau stagnante, c'est sans doute que vous ne les hydratez pas assez. Cependant, si vous leur donnez un bol d'eau et que vous ne les hydratez pas correctement, vous avez une solution de secours. Et ce n'est pas mauvais pour eux de boire dans un bol d'eau, c'est juste que vous ne les verriez jamais faire ça dans la nature. Numéro 7, la cohabitation, c'est bien. D'accord, celle-ci est controversée. Celle-ci va faire débat. Je pense que pour la plupart des animaux, et pour la plupart des éleveurs, vous ne devriez pas faire cohabiter vos animaux, d'accord ? C'est une mauvaise idée, car si vous ne le faites pas correctement, les choses peuvent mal tourner. Par exemple, si vous gardez des geckos léopards ensemble dans un petit terrarium et que vous découvrez qu'ils sont tous les deux des mâles parce que vous ne savez pas bien les sexer, alors oui, vous allez devoir en décoller un de la vitre avec un tuyau le matin, parce qu'ils vont s'entretuer si vous ne les installez pas correctement. Si vous gardez quelques femelles dans un terrarium de 120 gallons ou de 5 à 6 pieds, tout devrait bien se passer. Je vous conseille de ne pas le faire sans être sûr de savoir ce que vous faites. Devenez un expert de cette espèce, gardez-la pendant plusieurs années. Observez le comportement, et observez chaque individu, avant même d'essayer la cohabitation. Cependant, dire de façon générale que la cohabitation est mauvaise est stupide, car il existe des espèces comme les sténodactyles, les geckos scorpions, les couleuvres rayées qui vivent toutes mieux ensemble. Ce sont des animaux grégaires, et il faut donc les élever en groupe. Les geckos léopards sont également grégaires dans la nature et ne vivent jamais seuls. Ceux-là, on les sépare, et on diabolise toute personne qui ne fait pas pareil. Donc, je pense qu'affirmer de façon générale que la cohabitation est correcte est stupide, et affirmer de façon générale que la cohabitation n'est pas correcte l'est aussi. Il y a des nuances. Chaque animal, pas seulement l'espèce, a des besoins propres. Sachez que chaque fois que vous allez à contre-courant dans ce loisir, vous recevrez de nombreuses critiques. Ces jours-ci, tout ce que j'entends, c'est le sponsor Raycon. Merci Raycon de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Raycon et les Essential Open Earbuds volent la vedette. Ils bénéficient d'une réduction de 30%. Honnêtement, ils sont devenus mes meilleurs amis au quotidien. Élégants, intelligents et bien plus cool que des écouteurs classiques. Que je travaille, me déplace ou me détende, ils s'adaptent parfaitement et rendent tout plus agréable. J'adore qu'ils laissent mon oreille ouverte tout en offrant un son cristallin. Ça me fait me sentir beaucoup plus en sécurité quand je me promène en ville ou peut-être sur ma monoroue. Ils ne sont pas dans le conduit auditif, donc on peut entendre la circulation ou tout ce qui se passe autour de soi. Et on ne perd aucune qualité sonore, que ce soit pour écouter de la musique ou un podcast. En plus, ils sont légers, et ne donnent pas une sensation de lourdeur ou d'inconfort, ce qui veut dire qu'ils sont parfaits pour moi quand je suis à la salle de sport. Raycon offre la même qualité audio haut de gamme que les grandes marques, mais à moitié prix. Et avec 3 millions de clients satisfaits, et une garantie de remboursement de 30 jours, il n'y a aucune raison de payer trop cher. J'utilise plusieurs appareils, et ils passent de l'un à l'autre sans effort, et l'autonomie de la batterie est incroyable. Alors cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur buyraycon.com, www.open, et obtenez 30% de réduction sur les Essential Open Earbuds. Numéro 6. Ne chauffez pas vos animaux la nuit. Cela dépend fortement de l'animal que vous avez. Si vous avez un Uromastix qui aime vraiment la chaleur, ou un Varan des Rochers de Kimberley, ne laissez pas simplement votre animal sans aucune source de chaleur la nuit, et ne laissez pas votre maison descendre à 18 degrés. Ces animaux n'apprécieront pas cela. Ils ne sont pas vraiment tolérants au froid. Il existe d'autres animaux, comme les serpents des blés. Une descente à 18 degrés. Celsius la nuit n'est pas un souci s'ils peuvent se réchauffer le jour. Les tortues à pattes rouges supportent 20 degrés Celsius la nuit même sans chauffage, aucun souci. Les varans arboricoles nécessitent par contre de la chaleur nocturne. Donc, pour la plupart de mes animaux, je n'ajoute pas de chauffage supplémentaire la nuit parce qu'ils sont dans cette pièce où il fait actuellement 28 degrés, et ça descend à environ 26, entre 25 et 26 degrés la nuit. Donc, je n'en ai pas besoin. Les animaux à l'étage qui ne sont pas dans une pièce dédiée aux reptiles vont bien. Mon bureau est très chaud. Dans le salon, les dendrobates n'ont pas de chauffage, contrairement aux dragons à cornes des montagnes. Ils ont un émetteur de chaleur en céramique pour les garder au chaud la nuit, comme les varans de Kimberley. Donc, dire de ne pas chauffer la nuit est une erreur. Certains animaux en ont besoin, d'autres non. Numéro 5. Ne nettoyez pas le terrarium. Les bactéries leur sont bénéfiques. Non, les bactéries provenant des excréments ne sont pas bonnes pour vos animaux. Cependant, ce que j'ai entendu, c'est de ne pas, vous savez, enlever tout le substrat. Comme vous ne retirez jamais 100% de l'eau pour les poissons, vous faites plutôt des changements de 30, 50 ou 70% selon les espèces et situations.
Je ne suis pas expert en poissons, donc ne suivez pas mes conseils. Je ne pense pas qu'il faille changer 50% du substrat, voilà. Si vous avez un substrat bioactif dans un terrarium bioactif pour certains petits animaux, vous n'avez absolument pas besoin de nettoyer. Point final. Dans ce terrarium là-bas, où j'ai toutes ces grenouilles et lézards, je n'ai pas fait de nettoyage ponctuel pendant des années. Maintenant, j'ai un boa arboricole émeraude là-dedans, et elle fait de grosses crottes. Donc je le nettoie, même si les détritivores s'en chargent presque en une nuit. Cependant, je ne vais jamais simplement retirer ce substrat et le changer complètement. C'est inutile et contraire au principe d'un environnement bioactif. Si les détritivores font bien leur travail, il n'est pas nécessaire de changer le substrat. Si votre dragon barbu a seulement du sable, de la fibre de coco et les éléments mentionnés dans le guide d'entretien, sans détritivores, vous devez changer ce substrat, d'accord? Vous ne pouvez pas les laisser se baigner dans leurs excréments. L'affirmation générale est absurde, mais en tenant compte des bioactifs, je suis d'accord. Ne changez pas le substrat. Numéro 4. N'utilisez pas d'UVB pour aucune espèce. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Comme vous pouvez le voir, avec cette boîte remplie de lampes Arcadia, d'une valeur de 2000 $ que j'ai acheté moi-même. J'utilise l'UVB pour presque tous mes animaux. Comme vous le voyez à l'arrière, tous ces terrariums ont des lampes UVB, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Je ne dis donc pas de ne pas utiliser l'UVB. Cependant, il y a des gars comme Mike's Monitor, Mike Stephanie, que je respecte énormément. C'est la référence dans la communauté des varans. Très peu de personnes sont à son niveau. Il a fait un podcast que j'ai écouté récemment, et j'ai aussi entendu cela ailleurs. Ce n'est pas la première fois. Il n'utilise jamais d'UVB pour ses varans, seulement des compléments. Il les nourrit correctement, et il n'a jamais eu de problème de maladies osseuses métaboliques ou d'autres maladies liées à l'absence d'UVB. En fait, si tu leur donnes trop de vitamine D3 en complément et que tu leur fournis aussi de l'UVB, ils peuvent avoir un problème et développer une hypercalcémie, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas trop. Matt, tu peux vérifier pour moi ce qui se passe quand ils en ont trop, de toute façon. Donc, la façon dont il fait, moi personnellement, je ne fais pas comme ça. Même si je suis tous les conseils que ce gars me donne, et tu sais, je t'aime, oncle Mike, mais personnellement, je ne fais pas ça. J'aime avoir de l'UVB, je pense que c'est une bonne idée, on ne pourra jamais reproduire le soleil. Cependant, on fait de notre mieux avec les ampoules. Donc ce n'est pas parce qu'un gars que je respecte vraiment fait comme ça que je fais pareil, et c'est pareil pour toi. Si jamais je te donne un conseil que tu trouves stupide, ne le fais pas. D'accord, ne le fais pas. Soyez adulte et responsable de votre destin. Je ne suis pas responsable si vous imitez ce que j'ai mentionné. Faites vos choix et réfléchissez par vous-même. Nourrissez un animal avec un seul type de proie pendant toute sa vie. C'est quelque chose que je faisais en fait parce que j'ai reçu ce conseil quand j'étais, je ne sais pas, plus jeune. Probablement il y a 15 ans, pour les geckos léopards. J'ai observé un éleveur de geckos léopards, très respecté que je connais, sans citer son nom pour préserver sa tranquillité. Il ne donnait que des verres de farine à ces milliers de geckos léopards toute leur vie, sans rien d'autre. Je n'aime pas cette méthode. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, pour la plupart des animaux, de ne leur donner qu'une seule sorte de proie et rien d'autre. Bien sûr, cela change quand il s'agit de pythons royaux, de serpents des blés, ce genre d'animaux. La plupart des espèces de serpents se nourrissent bien de rongeurs, et c'est tout. Bien sûr, il y a des serpents qui mangent des lézards, n'est-ce pas? Les candoyas, par exemple, pour lesquels vous voudrez peut-être compléter l'alimentation. Il y a certains animaux auxquels vous voudrez peut-être donner des oiseaux, comme les pythons birmans. Peut-être leur donner, vous savez, un cochon pour les très gros spécimens, puis un lapin la semaine suivante, puis un rat extra large la semaine d'après. On peut varier l'alimentation pour certaines espèces, mais pour d'autres, mieux vaut garder un seul type de proie. Cependant, pour la plupart, notamment lézards et insectivores, je ne le fais pas. J'aime donner à tous mes insectivores du choix et de la variété. Un jour je donne des grillons, puis des vers, des blattes, peut-être un souriceau rose à certains animaux comme les varans ou les dragons à collerette. Puis je reviens aux grillons. Donc, je varie. Et je pense que vous devriez faire pareil. Même si ça fonctionne clairement pour certaines espèces et certains éleveurs de ne donner qu'un seul type de nourriture, je ne le recommande pas. Deuxièmement, gardez votre animal dans de petits enclos parce que cela limite leur stress. Ce n'est presque jamais le cas. Ceux-ci font tous 360 gallons. Il y en a 3. Ils ne sont pas éclairés car je n'ai pas fini avec eux. Je le ferai après. Je préfère donc les grands enclos. Dans toute cette pièce, le plus petit enclos ici fait environ 300 gallons. Cependant, pour certains animaux, des individus capturés dans la nature qui viennent d'arriver, des animaux nerveux qui sont très timides ou dans des situations de quarantaine, je pense qu'il est nécessaire d'avoir un enclos assez basique et petit pour pouvoir garder un œil sur les animaux. Par exemple, demain,
Je vais recevoir 80 animaux qui arrivent d'Indonésie. Et la plupart d'entre eux vont être installés dans de très petits contenants, des installations de quarantaine et des terrariums, et ainsi de suite. Je dois m'assurer qu'ils n'ont ni acariens, ni parasites, rien du tout. Ils sont tous séparés. Je publierai la vidéo la semaine prochaine. Abonne-toi. Il va y avoir environ 80 animaux, c'est fou. Mais il y a une raison, et tu verras. J'ai hâte de te montrer ça. Dans certains cas, je suis d'accord. Il faut garder son animal dans de petits enclos pour sa santé. Mais pour la plupart, je ne le recommande pas. J'aime les grands enclos naturalistes avec des plantes. De toute façon, cette pièce sera incroyable. Mauvais conseil numéro 1 qui marche. Ne mets pas de plantes dans tes enclos. Ce n'est pas controversé, c'est juste que certaines personnes préfèrent ne pas le faire. Je pense que dans un enclos bioactif, il faut des plantes, car elles utilisent les déchets des détritivores qui décomposent ceux de l'animal. Très rapidement, en résumé, le varan arboricole fait ses besoins. Les détritivores, les cloportes, mangent ses excréments. Ensuite, les cloportes font leurs propres besoins, et c'est ça qui fertilise les plantes. Donc, c'est un peu comme un cycle de vie, tu vois ? Tu n'as pas à t'inquiéter du nettoyage ponctuel. Mon varan, je ne nettoie jamais ses excréments. Le seul caca que j'ai trouvé dans cet enclos était sur la vitre, que j'ai dû nettoyer. Les détritivores mangent toutes les déjections qu'elles laissent au sol. Cependant, pour certaines espèces comme les pitons birman ou les pitons réticulés par exemple, j'ai fait toute une vidéo sur la façon dont mes pitons réticulés ont détruit l'enclos qui est là-bas. Ce qu'ils ont fait en une seule nuit, d'ailleurs. Ils sont tout simplement trop gros, trop massifs. Ça ne fonctionne pas. Si j'avais eu des arbres, peut-être. Mais avec des alocasias et d'autres plantes, ça n'a pas marché. Ce mauvais conseil est finalement bon pour les animaux au corps massif. Je veux mettre des pitons tapis dans un de ces enclos, sans plantes, sauf peut-être un grand arbre, c'est plus joli avec des plantes. Cependant, ces animaux vont détruire l'enclos, et c'est pour ça que je ne vais pas le faire. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel est, selon vous, le pire conseil qui fonctionne en réalité, et qui n'est peut-être pas si mauvais.